Bonjour à toutes et à tous. Donc, en ce mois d'octobre 2021, je commence la 9e année du cycle de géopolitique sur la Russie, depuis Pierre le Grand jusqu'à Poutine. Cette année, je traiterai essentiellement la période qui va de la fin des années Brejnev, extrême fin des années Brejnev, et je me consacrerai essentiellement à Gorbatchev. Gorbatchev, certes, en Russie, ce qu'il fait, ce qu'il veut faire plutôt, et ensuite, bien sûr, examiner ce qui se passe dans l'immense zone russe, soviétique, donc de l'Europe de l'Est, où certains pays, comme la Pologne, par exemple, et un peu plus tard la RDA, vont s'enflammer. Alors, le premier chapitre, donc, chapitre 1 pour cette année, c'est donc un tableau de l'URSS dans les années 1980. Donc, comme je l'ai mis ici sur la diapositive, nous reverrons une dernière fois, nous reparlerons une dernière fois de Léonid Brejnev à gauche, et brièvement, car leur règne a été très bref, nous parlerons de Yuri Andropov et de Tchernenko. Andropov au centre, Tchernenko à droite, qui seront les deux successeurs donc, de Brejnev avant l'arrivée de Gorbatchev. Donc, j'ai l'intention, dans ce premier cours, de faire une synthèse de ce que j'ai traité l'an dernier en vidéo, puisque, vous le savez, en 2020-2021, la plupart des cours de l'Université du Temps Libre se sont déroulés donc en distanciel. Je pense donc à des personnes qui ont certes suivi ces cours, mais qui n'en ont pas gardé un souvenir impérissable, et donc il faut leur rafraîchir la mémoire. Et puis, bien sûr, je pense aux petits nouveaux, comme on dit dans l'enseignement, c'est-à-dire aux adhérents qui se sont inscrits pour la première fois à l'UTL cette année et qui prennent mon cours. Alors, la première idée que je voudrais rappeler, qui est une idée certes banale dès qu'on parle de la Russie, c'est que l'Union soviétique, à la fin des années donc 80, enfin, au milieu des années 80 et à la fin de l'ère Brejnev, eh bien, l'Union soviétique, c'est avant tout un immense empire qu'on peut qualifier de colonial. C'est un empire colonial déguisé, puisqu'on n'admet pas qu'on parle de colonie pour l'Union soviétique, mais il est déguisé et il est toujours en progression jusqu'à l'invasion de l'Afghanistan, donc à la fin de la période Brejnev. Alors, regardons une nouvelle fois cette carte de la Russie, devenue donc Union soviétique après la Première Guerre mondiale, simplement pour voir que on peut effectivement parler d'empire colonial, puisqu'il y a eu des rattachements. Le noyau, c'est donc ce qui est en rouge, la Russie, et ensuite, à la périphérie, on s'aperçoit donc que depuis le début du XIXe siècle, il y a eu de très nombreux territoires annexés, rattachés à la Russie. Alors, je ne vais pas faire le détail. Vous savez que ça commence surtout la colonisation, bien sûr. J'en ai parlé à l'époque déjà de Pierre le Grand et de Catherine II. Mais sur cette carte, on voit surtout les effets de la politique d'Alexandre II, non, pardon, d'Alexandre Ier d'abord, le tsar donc, qui règne en même temps que Napoléon Ier en France, Alexandre Ier donc, qui va mettre la main sur quelques territoires, notamment sur la Moldavie, ici, et également donc sur l'Azerbaïdjan. Mais l'essentiel de ces annexions, de la formation de l'empire colonial au XIXe, se passe
sous les deux tsars qui ont succédé à Alexandre Ier, c'est-à-dire Nicolas Ier, qui est tsar de 1815, non, 1825 plutôt, vous voyez les vacances, de 1825 à 1855, et son successeur, Alexandre II, tsar de 1855 à 1881. En effet, vous le voyez, d'après les dates, la plupart des territoires sont annexés à cette époque-là, que ce soit à l'extrême Pacifique, hein, en 1860, ou encore le Kazakhstan, 1847, et puis toutes les annexions qui ont lieu dans ce qu'on appellera les républiques musulmanes, Kyrgyzstan, Tadjikistan, voilà. Et c'est plus tard, on va le voir dans un instant, que le tsar rouge, comme on l'appelle, le nouveau tsar, Staline, donc, va ajouter à ces conquêtes des tsars de nouvelles conquêtes que l'on voit sur cette carte, hein, en 1945. Donc, je rappelle, l'Union soviétique est le plus vaste État du monde, avec plus de 22 millions de kilomètres carrés, et Staline, donc, met la main sur 6 pays d'Europe, hein, la Pologne, la RDA, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, entre 1945 et 1948. Il a mis la main sur la Mongolie également. Et enfin, la dernière conquête de cet empire colonial qui ne veut pas donner son nom, ça sera Brejnev qui la fera en 1979, en mettant la main sur l'Afghanistan. Donc, l'URSS, quand on veut bien appeler un chat, présente une triple anomalie, à savoir que alors que la plupart des empires coloniaux ont disparu après la Seconde Guerre mondiale, notamment l'empire colonial français, l'empire colonial britannique, bien sûr, et également hollandais. Donc, ils ont tous disparu et seule l'URSS demeure. Et ce qu'il y a de paradoxal, c'est que comme elle nie qu'il s'agit d'une véritable colonisation, eh bien, elle n'hésite pas à se faire le champion mondial de l'anticolonialisme. Donc, la première anomalie, c'est que l'empire colonial soviétique subsiste alors que les empires coloniaux européens ont disparu. La deuxième anomalie, c'est que l'URSS se fait le champion mondial de l'anticolonialisme. Et la troisième anomalie, c'est que l'URSS n'a pas renoncé à agrandir son empire. Deuxième idée que je voudrais rappeler, brièvement aussi, on l'a vu en détail l'an dernier, c'est que l'Union soviétique, à l'époque Brejnev, comme auparavant, eh bien, ce n'est pas du tout une démocratie, c'est un régime totalitaire, mais un régime totalitaire déguisé en démocratie et qui a l'air totalement figé. Là, on voit, donc, ça illustre, le chef d'une grande démocratie occidentale, le président américain Ford, rencontrant en 1975 Brejnev à Helsinki. Donc, cette photo est symbolique. Les chefs des grandes démocraties se serrent la main. Simplement, même si elle est loin d'être irréprochable, les États-Unis ont quand même les structures d'une vraie démocratie, alors qu'il n'en est rien de l'Union soviétique. Donc la façade démocratique, je l'avais rappelé l'an dernier,
L'URSS se décrit comme un système démocratique. Le pouvoir émane du peuple. En URSS, tout le pouvoir appartient au peuple, c'est inscrit dans la Constitution. Ce pouvoir du peuple s'exprime par le suffrage universel. Ça veut dire que tous les citoyens de plus de 18 ans participent à l'élection des instances nationales, régionales, locales. Alors, les organes suprêmes de cet État dit démocratique, ce sont deux assemblées, le Soviet de l'Union et le Soviet des Nations. Alors, ce système, donc système démocratique, sur le plan économique, eh bien, le régime affirme qu'il forme un système contrôlé par l'État et le peuple, donc même du point de vue économique, on est dans la démocratie, puisque le système est fondé sur la propriété socialiste des moyens de production, sous deux formes, soit sous la forme de la propriété d'État, c'est-à-dire c'est tout le peuple qui gère directement ces moyens de production, et la deuxième forme, c'est la propriété coopérative, par exemple les kolkhozes. Bon. Et enfin, sur le plan social, le système se décrit comme un système égalitaire, protecteur, émancipateur. Égalitaire, puisque la Constitution proclame l'égalité de droit et de sexe. Protecteur, parce que le système se dit protecteur des droits individuels, donc sont reconnus officiellement le droit de pétition, l'inviolabilité de la personne, du domicile, de la correspondance, protecteur des libertés, puisque toutes les grandes libertés sont en principe reconnues à l'Union soviétique, la liberté de conscience, la liberté de parole, de presse, de réunion, d'association. Et enfin, le système se dit émancipateur, puisque les citoyens ont tous droit à l'instruction, ils ont tous droit au loisir, donc c'est une prise en charge totale de l'individu par d'autres individus. Donc un système qui se décrit comme quasi parfait. Bon, comme je l'ai fait remarquer l'an dernier, vous n'aviez pas eu besoin de moi, vous l'aviez perçu aussi, c'est faux, c'est une façade. Derrière la façade, on découvre qu'il y a un rouage dominant qui est le Parti communiste. Brejnev a élaboré une nouvelle constitution en 1977 et dans cette constitution, on reprend en insistant le rôle dirigeant du parti. Le Parti communiste, c'est le noyau du système politique, c'est indiqué dans la nouvelle constitution. Sur le plan économique, on rappelle, je cite l'article 6 de cette nouvelle constitution de 1977, le Parti communiste de l'Union soviétique est la force qui dirige et oriente la société soviétique. C'est le noyau de son système politique, des organismes d'État et des organisations sociales. Donc, les organisations sociales, ce sont les syndicats, les jeunes, les femmes. Donc, on s'aperçoit très vite que, en fait, ce système soi-disant démocratique, il est confisqué par un parti, un seul parti. Il n'y a que le Parti communiste qui peut s'affirmer, c'est le monopole, et que au sein de ce parti, il y a quelques rouages fondamentaux. Les voici. Il y a d'abord un bureau politique, le Politburo, qui est désigné par le comité central du parti, et le Politburo, le bureau politique, c'est l'exécutif du Parti communiste. Il y a entre 20 et 30 membres, nous y reviendrons tout à l'heure, qui sont au cœur du dispositif. Bon, le bureau politique désigne un secrétariat général qui
en principe, ne faisait que contrôler l'application des décisions prises par le bureau politique, mais qui très vite a pris une importance capitale, notamment un membre de ce secrétariat général, le premier secrétaire général. Enfin, on découvre que parmi ces rouages essentiels, il y a les services secrets, notamment le KGB, qui est une police tentaculaire et toute puissante. On découvre aussi que, alors qu'on nous décrit une économie tout à fait visible, contrôlée par le peuple, il y a une autre économie qu'on appelle le CMI, le complexe militaro-industriel. En fait, ce n'est pas en Union soviétique qu'on l'appelle ainsi, c'est les historiens qui décrivent en Occident le système. Le complexe militaro-industriel qui est un véritable État dans l'État, qui comprend les forces armées, les centres de recherche et les bureaux d'études concernant l'armement, les industries de défense, et ça représente environ un tiers des ouvriers soviétiques, 65 à 70% de la production industrielle du pays. Donc, l'économie n'est pas au service du peuple. Une grande partie de cette économie est confisquée vers le militaire et contrôlée secrètement, uniquement par quelques personnes du régime. Enfin, comptent énormément les dirigeants des organisations sociales, c'est-à-dire les dirigeants des syndicats, des organisations de jeunesse, de femmes, par exemple. Et finalement, on s'aperçoit par conséquent que toute la façade démocratique est recouverte d'abord par le parti, puis par quelques rouages essentiels que je viens d'énumérer, et finalement qu'il y a une poignée de personnalités, de personnages qui ont le pouvoir et qui se succèdent en se choisissant les uns les autres. Donc, c'est un népotisme. C'est ce qu'on appelle le système de la nomenclatura que j'avais décrit l'année dernière. Je rappelle le principe, c'est que à chaque échelon du parti ou de l'État, eh bien, il y a des personnes, quelques centaines de milliers, qui exercent l'autorité principale. Ils ont été nommés à leur poste par les autorités supérieures qui les ont choisis sur une liste d'aptitudes appelée nomenclatura. Autrement dit, le fer de lance de ce régime soviétique est aux mains d'une caste, une véritable caste dotée d'importants privilèges. Et dans cette caste, un homme, à l'époque Léonid Brejnev, est choisi pour, comment dirais-je, pour exercer non pas un pouvoir total, pas du tout. Il est, vous le voyez sur ce schéma, surveillé étroitement par les autres, mais pour représenter, si vous voulez, le pouvoir. Qui le choisit? Eh bien, ça se passe au sein du Politburo. Vous avez donc là l'ensemble du Politburo à la fin de la période Brejnev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 fois 9, 27. 27 membres actifs ou adjoints. Parmi ces membres, vous reconnaissez Brejnev, Andropov, qui lui succédera, Gorbatchev ici, et puis beaucoup d'autres dont nous reparlerons, notamment Souslov ici. Donc, à la fin des années 80,
c'est-à-dire quand Brejnev va terminer son règne, hein, sans que l'Occident veuille le comprendre, le réaliser. Bien, le pouvoir soviétique n'est absolument pas aux mains du peuple, pas plus d'ailleurs qu'aux mains d'un parti, il est aux mains d'une oligarchie, et une oligarchie de vieillards, puisque, vous l'avez vu sur la diapo précédente, la moyenne d'âge au Politburo en 1980 est de 71 ans. Donc, une oligarchie de vieillards qui veille à maintenir immobile le système. C'est là, si vous voulez, l'objectif fondamental de Brejnev. Et Brejnev restera longtemps au pouvoir parce qu'il applique cela. Il bouscule personne, c'est pas Khrouchtchev. Donc, je termine cette partie par le fameux portrait de Brejnev. Hein. Brejnev n'est pas, si vous voulez, le clone de Staline. Staline avait tous les pouvoirs parce qu'il se les était arrogés. Non, les pouvoirs que Brejnev a lui ont été remis, ça veut dire qu'ils peuvent être repris par ses pairs du Politburo émanant de la nomenclatura, et ces pouvoirs, donc, il ne les a pas arrachés comme Staline à la suite d'une lutte. Donc, Brejnev ne veut pas dire que c'est le plus intelligent, le meilleur, etc. Non, ça veut dire qu'on a pensé que cet homme ne ferait pas de vagues et incarnerait, si vous voulez, le consensus, la solidarité. Voilà. Troisième partie, que j'ai traité également donc, tout au long de l'an passé, c'est que si la société officielle politique est complètement figée, puisque à l'instant je parlais d'une oligarchie de vieillards, la société civile, elle, est en plein mouvement. Et l'Occident ne s'en rend pas compte. Je cite cette parole, pendant que Brejnev dormait, on avait, vous savez, l'impression, surtout les dernières années, il fermait les yeux très souvent, même pendant les cérémonies officielles, donc on avait l'impression qu'il dormait. Eh bien, pendant que Brejnev dormait, son pays connaissait une véritable révolution sociale, mais une évolution qui n'était pas, je le répète, ni officielle, ni totalement ni visible par l'Occident. Alors, je voudrais commencer par un facteur essentiel, le facteur démographique. On assiste en effet à la fin des années Brejnev, donc entre 80 et 85, à un ralentissement général de la croissance démographique. Et ça aurait dû alerter les observateurs occidentaux. C'est pas normal qu'un pays donc développé voit sa croissance démographique ralentir et d'une manière assez considérable. Voici par exemple la courbe. Alors vous allez me dire, mais ça augmente. Oui, d'une manière générale, la population de l'ensemble de l'Union soviétique augmente et passe donc pendant la période que nous considérons, c'est-à-dire en gros la période Brejnev, passe de 242 millions à 264 millions. Mais ces chiffres concernent l'ensemble de l'Union soviétique et en regardant de près, on s'aperçoit que ce ne sont pas les populations russes qui augmentent, au contraire, elles diminuent, mais ce sont les populations non slaves qui connaissent une croissance forte. Donc, c'est la première remarque, ce ralentissement général de la croissance démographique en URSS, j'aurais dû mettre en URSS et pas en Russie, qui, encore une fois, traduit un ralentissement de la vie économique
un ralentissement de la vie tout court, cette baisse des naissances. Deuxième remarque sur le plan démographique, c'est qu'on assiste pendant la période Brejnev à une très forte augmentation de la population urbaine, puisque en 20 ans, la population donc la population urbaine passe de 49% à 66%. Ça veut dire donc que plus de 35 millions de personnes migrent pendant cette période vers les villes. Alors évidemment, ça se traduit d'abord par des constructions. Alors les constructions, comme on faisait à l'époque dans le monde entier, c'est-à-dire donc dans des barres d'immeubles, mais il faut bien le dire, à l'époque Brejnev, l'URSS bat tous les records à ce sujet. On a un bon exemple ici de banlieue toute nouvellement construite, habitée par les gens, les nouveaux migrants, et c'est évidemment sidérant de voir ces barres d'immeubles les unes sur les autres. Je prendrai comme exemple, pour l'époque, d'une ville qui s'appelle à l'époque Togliatti et qui est redevenue aujourd'hui Stavropol sur la Volga. C'est loin de Moscou, à 1000 km. Et vous voyez sur le tableau que j'ai mis au fond de la diapo qu'entre 1959 et 1979, la population a été multipliée par 8 ou 9. De 61 000, on est passé à 502 000. Donc, Togliatti ou Stavropol est vraiment le symbole de la ville nouvelle. Au départ, bon, il y avait déjà des constructions, mais très vite, on va décider d'implanter une usine automobile avec la participation des Italiens, une usine automobile géante, et on fait affluer donc des ouvriers pour cette industrie automobile. Et aussitôt, des quartiers donc, se construisent, toujours de la même manière, pour accueillir ces spécialistes, ces ouvriers spécialisés dans la fabrication des automobiles. Donc, ces automobiles qui vont devenir très vite, on va les appeler les Lada. Vous en avez ici représenté. Donc, la Lada va être la première voiture. Enfin, il y avait les Fiat, c'est d'ailleurs c'est une Fiat, hein, mais améliorée, enfin, adaptée au climat et aux routes russes, mais au départ, c'est un modèle Fiat. Alors, ce qui est très important, c'est que cet afflux donc, de population dans les villes va évidemment recomposer la population urbaine. Et c'est extrêmement important. Au début des années 60, avant que se déclenche ce flux migratoire, eh bien, la majorité des habitants des villes avaient des emplois peu qualifiés. C'était souvent des ouvriers qui avaient une scolarité primaire essentiellement. Tandis qu'au début des années 80, il y a une modification marquée. 40% de la population urbaine est désormais composée de spécialistes ayant achevé leurs études secondaires, aspirant à des promotions. Et c'est dans ces villes nouvelles qu'on va voir se constituer ce que Moshe Lewin, que je vais présenter dans un instant, appelle des micro-univers urbains, c'est-à-dire des structures informelles qui vont fournir les bases d'une opinion publique avec une culture, des aspirations propres. Donc il y a émergence, notamment grâce à cet afflux de population des campagnes et à cette transformation de la population urbaine, il y a émergence d'une véritable société civile.
c'est très important pour bien comprendre, si vous voulez, l'articulation sociale au sein de l'Union soviétique, hein, entre le, le, la société officielle représentée par le parti dominant, le parti communiste, et le reste de la société. Bon. Et je veux attirer votre attention sur le fait que l'historien qui a le premier mis le doigt sur cette transformation, c'est Moshe Lewin, que j'ai mis en photo à gauche, notamment il a fait plusieurs ouvrages, notamment dans cet ouvrage paru dès 87 sur la formation du système soviétique. Et c'est lui qui, un des premiers, va montrer donc que peu à peu se forment des réseaux qui sont en dehors de la société dominante, en dehors de l'État. Parfois, ils peuvent intéresser des fonctionnaires de l'État, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ces réseaux se forment autour de questions d'intérêt local ou national. Ça peut être dans un quartier, l'idée qu'il n'y a pas de crèche suffisante, donc il y a un mouvement informel. Normalement, c'est interdit. Normalement, c'est au syndicat officiel de prendre ça en compte. Mais comme ces syndicats ne le font pas, eh bien, la population spontanément va s'intéresser à cela. Ça peut être également les jeunes qui forment des orchestres clandestins de jazz interdits, de rock interdits. Hein. Donc, petit à petit, il y a des réseaux, je vais en reparler, qui ne s'opposent pas nécessairement à l'État, mais qui jouissent aussi d'une certaine autonomie, mais qui font leur chemin, qui ont leur vie autonome, si vous voulez. Donc, sans que le Parti communiste, à l'époque de Brejnev, n'en prenne encore vraiment ombrage, encore que le KGB tente comment dirais-je, de poursuivre la formation de ces réseaux, se forment donc dans la société des structures différentes de celles du parti. Je représente la société civile sur ce schéma, je l'ai souvent utilisé l'année dernière. Donc, la société d'abord officielle, c'est tout ce qui est en rose ou rouge. Donc, c'est la société officielle, le PC, etc. Mais en dessous, il y a en bleu ce qu'on peut appeler la société civile, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nécessairement opposés à la société officielle, mais qui pensent que cette société officielle dominante ne fait pas son job, comme on dirait, c'est-à-dire donc qu'elle est déficiente en économie, pour la société, pour la culture, et certains membres de cette société civile forment ces groupes autonomes. C'est ça l'embryon de la société civile. Alors, je donne comme exemple un artiste qui a été d'une très grande popularité, Vladimir Vysotsky, qui est mort en 1980 et qui marque toute la période Brejnev. Il est mal vu des autorités, il chante des chansons contestataires, mais c'est un vrai phénomène de société. Il devient, si vous voulez, le héros d'une culture parallèle, souterraine. Les couches déshéritées sentent en lui comme leur porte-parole. Et le jour de ses funérailles en 1980, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont présentes à ces funérailles. C'est une manifestation spontanée, la plus importante à Moscou depuis 1980. Donc, c'est un symbole. Et Vysotsky, donc, a épousé
Marina Vladi, donc cette actrice très célèbre en France et française, mais d'origine slave. Alors, dans cette société civile, il y a donc ces groupes autonomes que j'ai représentés par des ronds blancs, mais il y a aussi ce qu'on peut appeler les groupes identitaires nationaux. En effet, l'an dernier, j'ai beaucoup insisté pour dire que, contrairement à ce que Brejnev affirme, surtout lorsqu'il est en dehors de l'URSS en visite, en disant désormais l'Union soviétique est homogène et une, il n'y a plus de nation géorgienne, de nation arménienne, de nation balte, il n'y a plus qu'une nation soviétique. Nous sommes arrivés donc à cela. C'est totalement faux, totalement faux. Et il y a des groupes identitaires nationaux très virulents. Je les ai passés en revue l'an dernier, j'y reviens au galop cette année, par exemple les Géorgiens. La Géorgie, donc je l'ai rappelé l'an dernier, a été annexée au début du 19e siècle. Elle a été pendant quelques mois, quelques années indépendante, juste après la Première Guerre mondiale, entre 1918 et 1921. Mais très vite, même si Staline était un Géorgien, et peut-être parce qu'il était un Géorgien, le pays est traité avec beaucoup de méfiance et de dureté par Moscou. Moscou intervient très durement en Géorgie en 1924, en 1937, en 1948. Néanmoins, les Géorgiens s'organisent. Ils sont à la tête d'un très vaste marché noir qui irrigue dans une grande partie de l'Union soviétique. Il y a également des attentats. On peut parler de terrorisme en pleine période Brejnev, entre 1973 et 1975. J'avais rappelé donc que des bombes éclatent à Tbilissi, la capitale de Géorgie. Une partie de l'intelligentsia aussi réclame que l'on revienne, que l'on reconnaisse la culture originelle géorgienne. J'avais par exemple parlé de Gamsa Kurdia, qui donc fonde un journal clandestin, La Toison d'Or par exemple. Donc les Géorgiens, si vous voulez, même si Brejnev ne veut pas l'entendre parler, c'est nullement un pays conquis, pacifié, et loin de là. Autre groupe national affirmant une identité avec force, ce sont les Arméniens. Alors bien sûr, la question arménienne part du fameux génocide de 1915-1916 en Turquie, où les Turcs ont éliminé environ 2/3 de la population arménienne. L'Arménie, il y a eu une Arménie indépendante en 1918, mais très vite, les bolcheviks ont mis la main sur le pays et cette nouvelle Arménie a été intégrée dès 1920 à l'Union soviétique. Et à partir de ce moment-là, Moscou déclenche une russification pendant toute la période Brejnev. Néanmoins, cette russification entraîne une forte résistance, un très fort patriotisme. Je m'étais appuyé l'an dernier sur les ouvrages d'un couple de communistes français d'origine arménienne, les Kehayan, notamment Jean Kehayan, qui avait en 1978 publié un ouvrage Rue du prolétaire rouge, où il s'intéressait justement à ce patriotisme arménien très développé, qui montrait encore une fois que l'Arménie était d'une part colonisée et qu'elle réagissait comme un pays colonisé contre le pays dominateur. J'ajoute que j'avais évoqué évidemment les mouvements clandestins arméniens
patriotique, les attentats, notamment l'attentat du métro de Moscou en 1977, en janvier, qui avait fait donc plusieurs morts. Donc là aussi, nous avons affaire à une zone loin d'être apaisée, tranquille, pas du tout. C'est une zone rouge. J'avais parlé également, bien sûr, de l'Ukraine pour rappeler que les rancœurs des Ukrainiens envers les Russes étaient très anciennes et spécialement fondées, puisque les bolcheviks, comme en Arménie, avaient mis la main sur la République populaire d'Ukraine, qui était née en 1917 d'élections libres, et 3 ans après, les bolcheviks donc mettent la main sur cette République indépendante d'Ukraine. Ça n'est fini de l'indépendance ukrainienne. Les Moscou éliminent presque totalement, à partir des années 30, l'élite politique ukrainienne. Moscou soumet l'Ukraine à une famine, mais dramatique, en 1933, que j'avais bien sûr évoquée. Elle déporte des masses d'Ukrainiens. Donc, les rancœurs étaient fortes. Et le reste, il y a encore des Occidentaux qui s'étonnent de cela actuellement. Bon, c'est un autre problème. Donc, en Ukraine, des mouvements d'opposition clandestins s'organisent à partir déjà des années 1960. Et c'est surtout dans l'ouest de l'Ukraine, hein, qui est très attiré vers l'Occident. Ces mouvements d'opposition ukrainienne maintiennent des liens avec les dissidents russes, se montrent solidaires en 1968 avec les Pragois lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les tanks soviétiques. Donc une autre zone dangereuse pour le pouvoir soviétique. Et enfin, j'avais évoqué aussi l'an dernier le cas des 3 pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Ces pays baltes qui avaient retrouvé leur indépendance entre 1918 et 1940, donc une très longue période, mais qui vont être annexés à nouveau par Staline à partir de 1940 et surtout 1944, avec des déportations en masse. Les Baltes parlent de génocide, avec une vraie colonisation de ces 3 pays, où donc on déporte les populations natives baltes et on les remplace par des populations russes. Donc c'est une colonisation forcée, avec évidemment une collectivisation qui sera forcée aussi. Or, ces pays baltes, après avoir été soumis donc à ce régime honteux de déportation, de colonisation, eh bien, les Baltes, à l'époque Brejnev, commencent à se réveiller. En réalité, ils n'ont jamais été endormis, ils ont été terrorisés. Mais ils osent, à partir notamment de 1974, ils forment un Front national populaire. Ils encouragent des mouvements littéraires clandestins pour promouvoir la culture balte. Et puis, il y a toutes sortes de manifestations d'opposition dans les 3 pays, des inscriptions anti-russes sur les murs, des lettres ouvertes pour protester contre la colonisation russe, des suicides par le feu. J'avais insisté sur le suicide d'un jeune, Roman Kalanta, à Kaunas, en mai 1972. Donc, la question des nationalités, loin d'être réglée, et là, si vous voulez, le feu vraiment couve sous les cendres, et ce ne sont plus des cendres, il y a déjà des flammes qui apparaissent. Toujours dans cette société civile, outre les groupes autonomes dont je parlais, les groupes identitaires nationaux, il y a des groupes carrément de dissidents. Alors j'avais l'an dernier
essayé de bien définir ce qu'on peut appeler les dissidents. Hein, bon, ce problème m'a beaucoup intéressé, j'y ai beaucoup travaillé, puisque avec un collègue de Pau, nous avons publié en 1981 un gros livre aux éditions du Seuil, une histoire de la dissidence à Urs et dans les pays de l'Europe de l'Est. Donc, je n'y reviens pas, pensant vous en avoir beaucoup parlé. Je citerai simplement, donc dissident, ça veut dire être en désaccord. Étymologiquement, c'est prendre sa chaise, hein, et tourner le dos et montrer qu'on est en désaccord. Ça ne veut pas dire obligatoirement que ce désaccord est violent. Ça peut le devenir, mais ça ne l'est pas toujours. Bon. Alors, je citerai simplement, sous cette période Brejnev qui est en train de s'achever, quand j'en parle, que parmi les groupes dissidents constitués, ils ne sont plus clandestins, même si leurs membres sont constamment pourchassés par le KGB, si les gens sont arrêtés, envoyés au goulag. Néanmoins, les dissidents osent revendiquer publiquement. Et il y a 4 groupes particulièrement actifs. Il y a les groupes de défense des droits de l'homme, c'est-à-dire ce sont des groupes, alors surtout d'intellectuels, hein, qui, comment dirais-je, s'appuyant sur la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU en 1948, hein, eh bien, protestent chaque fois que le gouvernement soviétique, la justice soviétique, viole ses droits. Ensuite, il y a d'autres groupes de dissidents bien constitués. Ce sont ceux qui ont en main les accords d'Helsinki. J'en reparlerai prochainement. Donc, en 1975, tous les pays européens, l'Union soviétique aussi, les États-Unis ont signé à Helsinki un accord prévoyant notamment la libre circulation des personnes et des idées dans toute l'Europe, Europe de l'Est ou Europe de l'Ouest. Bon. Donc, les dissidents, chaque fois qu'on empêche, qu'on refuse, si vous voulez, les passeports, etc., qu'on empêche donc des gens de partir à l'étranger, eh bien, des dissidents qui font partie des groupes de défense des accords d'Helsinki disent « vous n'avez pas le droit au gouvernement ». Alors, ça n'empêche pas le gouvernement de faire ce qu'il veut, mais enfin, les dissidents font part de ces violations des droits à des journalistes occidentaux, et ça gêne le gouvernement soviétique, qui veut toujours apparaître comme vêtu de lin blanc. Il y a aussi les groupes de défense de l'association Amnesty International. Amnesty International, vous le savez, est une organisation de défense, là aussi, des droits de l'homme, qui s'est créée autour des années 1960 en Grande-Bretagne et qui a pris peu à peu une grande importance dans le monde entier. Amnesty International se montre très indépendante, dénonce aussi bien dans les pays aux États-Unis, dans les pays dits démocratiques, que dans des pays totalitaires, les violations. Donc, Amnesty International est très respecté. Et enfin, il y a des groupes de défense qui défendent les religions, parce que j'avais rappelé que, contrairement là aussi à ce qu'affirme Brejnev en disant que l'athéisme désormais règne, que les religions c'est fini, en Union soviétique, les religions connaissent un renouveau. Elles se sont d'abord maintenues très souvent, comme l'islam, dans toutes les républiques d'Asie centrale, mais le catholicisme, le protestantisme et bien sûr l'orthodoxie connaissent dans les années 70 un vrai renouveau. Et le gouvernement, bien sûr, essaye de limiter ce renouveau, de le combattre, hein, en réduisant le nombre des séminaristes, en surveillant les gens qui vont à l'église. Et donc, il y a des groupes de dissidents qui dénoncent ces violations.
donc des mouvements des droits de l'homme, des groupes dissidents. Et puis, il y a toujours dans cette société civile, hein, j'en ai beaucoup parlé l'an dernier, face à la déficience de l'économie officielle, le fait que l'économie soviétique officielle n'est pas capable, n'est toujours pas capable, hein, d'alimenter convenablement les magasins d'État qui se trouvent en Russie, que des queues épouvantables se forment partout. Donc, face à ces déficiences de l'État et du parti, ces déficiences économiques, la société civile s'est organisée pour se procurer des denrées, des produits. Alors, je mettrai comme type de structure économique parallèle les produits alimentaires. Alors, vous allez me dire, comment fait-on? Eh bien, j'avais expliqué l'an dernier, on est en relation avec des kolkhosiens, donc, qui, sous le manteau, au marché noir, vendent des produits, etc., etc. Toutes les populations, quand elles sont mortes de faim, savent se débrouiller. J'ai mis les vêtements, les chaussures, tout ça. Également les livres, les diplômes même. Hein. On dit toujours que les Géorgiens sont maîtres pour procurer des diplômes de doctorat. Mais aussi, bien sûr, la culture, hein, des cassettes vidéo, etc., toute la culture américaine occidentale qui est combattue, eh bien, on peut trouver ça dans la société civile. Et la nouveauté, c'est toujours Moshe Lewin qui l'indique bien, c'est que cette société civile, qui était jusque-là clandestine, non déclarée, désormais, à l'époque Brejnev, elle se développe, c'est ce que j'ai montré. Hein. Par exemple, je n'en ai pas parlé là, mais j'en avais parlé l'an dernier, elle arrive à s'informer elle-même, auto-information, et à faire circuler des écrits clandestins qu'on appelle le samizdat. Ça veut dire en russe auto-édition, édition soi-même, auto-édition. Eh bien, donc cette société civile, désormais, elle regarde vers la société officielle. Et il y a des gens qui sont au parti, à des postes parfois subalternes, plus importants, qui, bien sûr, mettons, envoient leurs enfants au catéchisme, bon, ce qui est quand même interdit ou impensable pour des membres du Parti communiste, qui se procurent au marché noir de la nourriture, etc., dont les enfants se procurent des cassettes de jazz. Bref, il y a même dans la société officielle, la société rouge, des passerelles qui communiquent avec la société civile. Donc, on pourrait dire, le ver est dans le fruit. Et je veux terminer sur cette idée que le système est vraiment à bout de souffle. Mais je vais continuer, oui, quand même. Alors, ce qui est très important, et ça c'est nouveau, ça a commencé à l'époque Khrouchtchev, mais pas du tout à l'époque Staline, c'est qu'il y a une fronde interne au sein du pays, au sein du système. Je viens de dire, le ver est dans le fruit, oui. Même au sein des organisations officielles, il y a une fronde. Je représente avec 3 diapos, si vous voulez, ce qu'on peut appeler la dissidence et l'opposition. Dans un premier cas, lorsque le système totalitaire est à son apogée, par exemple sous Staline, où c'est la terreur, les gens n'osent pas bouger, n'osent pas avouer presque les choses, enfin avouer certainement, mais dire que, par exemple, ils restent chrétiens, dire qu'ils écoutent de temps en temps certaines radios occidentales. On peut représenter les choses ainsi.
la société civile, elle est niée, elle est écrasée par la société totalitaire, la société officielle. Et à peine sait-on si elle existe. Donc j'ai mis ce liseré bleu. Néanmoins, je tiens à dire quand même que même dans ce cas de figure d'une opposition rampante, eh bien, il y a quand même déjà dans ce petit liseré bleu des gens qui refusent les normes socio-économiques officielles. Ils ne le montrent pas, mais par exemple, pour la productivité, quand ils travaillent, ils en font le moins possible, sans éveiller, bien sûr, les contremaîtres, l'attention des contremaîtres. Ils fraudent de temps en temps à leur risque et péril. Ils emportent du matériel, des matériaux qu'ils travaillent chez eux. Bon, de même, ils refusent l'athéisme. Il y a beaucoup de gens, même à l'époque de Staline, qui continuent à apprendre un peu le catéchisme à leurs enfants en secret, qui, pour Pâques, essayent de fréquenter, ou les rameaux, qui sont une fête encore plus importante pour les orthodoxes, donc fréquentent les églises. Donc, même dans ce cas de figure, où la société civile n'est qu'un liseré bleu, il y a quand même une certaine opposition que je qualifierais de rampante. Deuxième cas, et là nous sommes, c'est le cas pendant la période Brejnev. Le système totalitaire est en crise. Donc, en bleu, la société civile a tendance à se découvrir, à se dilater, à prendre de plus en plus de place, alors qu'au contraire, la société officielle dominée par le Parti communiste, eh bien, est entravée par mille inconvénients et donc a tendance plutôt à se rétrécir. Et cette opposition ouverte, là, eh bien, elle s'exprime, je le disais tout à l'heure, par l'auto-information, c'est-à-dire l'écoute des radios interdites, des radios extérieures, des radios occidentales, par le samizdat. Alors ça, c'est un phénomène dont j'avais beaucoup parlé l'an dernier, c'est-à-dire que commence à circuler pendant la période Brejnev et même un peu avant des fascicules, des textes, des feuilles, souvent ronéotypés ou écrits à la machine en plusieurs exemplaires, ces textes sont écrits par des contestataires, des poètes ou des écrivains qui ne peuvent pas publier par ailleurs à cause de la censure, ou des textes qui dénoncent les injustices là. Et ces mouvements se développent, comme la chronique des événements courants. Et enfin, il y a un troisième cas de figure, alors c'est à la fin du système Brejnev, où là, le système totalitaire est vraiment en déliquescence, hein, et où il y a une interpénétration qui commence entre la société civile et la société officielle. C'est-à-dire que la société officielle, elle commence à se faire bousculer, manger par la société civile. Et là, c'est le début de la fin, à mon avis. Ça annonce Gorbatchev. Donc, il y a ce phénomène donc, d'une fronde interne croissante qui montre que le système est à bout de souffle. Et puis, il y a l'économie, une économie de plus en plus déficiente. Mais ça, nous verrons, si vous voulez bien, cela le cours prochain. Je préfère ne pas, quand même, j'ai déjà beaucoup cherché. Donc, le cours prochain qui vous arrivera pas avant la seconde quinzaine de novembre, parce qu'il y a la Toussaint, tout cela. À bientôt. Merci pour votre écoute, pour votre patience.